Dans le cadre de la préparation de cette émission, nous avons fait des recherches de témoins. Nous avons donc pu joindre l'avocat d'Insa Mohamed. Voici ses réponses à nos questions. Qui êtes-vous? Dites-nous quelques mots sur vous. Je me nomme Gérard Youssouf Abdou, originaire de Tsoudjine-Gomé et de Mitsamehoudi. Je suis l'avocat de M. Issa Ben Mohamed, alias Baboucha. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre client? Issa Ben Mohamed Baboucha est un citoyen comme tous les autres. Aujourd'hui, il se trouve dans une situation délicate et difficile à travers les poursuites qui ont été déclenchées à son encontre. Plusieurs ont dit et des informations erronées circulent dans les réseaux sociaux. Voilà pourquoi il m'a été indispensable de répondre positivement à cette invitation en vue de lever la voix et de dire aux Comoriens et aux Comoriennes la vérité de ce qui se passe dans notre pays et surtout en ce qui concerne Issa Ben Mohamed Baboucha. De quoi l'accuse-t-on? Comme vous l'avez demandé, je dois vous dire que M. Issa Mohamed Baboucha est accusé de plusieurs chefs d'accusation de nature criminelle, parmi lesquels on peut citer le complot contre l'autorité de l'État. On peut aussi citer l'inculpation relative à la tentative d'assassinat du chef de l'État. On l'accuse aussi d'avoir voulu organiser une manifestation non organisée. On l'accuse aussi de rébellion et de complicité, pour ne citer que cela. Mais c'est que vous devez comprendre que chacune de ces infractions constitue un crime selon la législation comorienne. Ce qui veut tout dire tout simplement que M. Issa Mohamed se trouve dans une mauvaise impasse. Quand un prévenu se trouve accusé de plusieurs chefs d'accusation criminels, là, cela veut dire tout simplement que c'est des faits qui sont graves et certains parmi eux sont punis jusqu'à la peine capitale. Voilà pourquoi chacun de nous doit prendre la situation au sérieux, parce qu'il ne s'agit pas d'une simple affaire, il s'agit des affaires criminelles. Bien qu'il n'est pas le seul, parce qu'il se pourrait que plusieurs personnes sont aussi accusées de ces chefs, la plupart d'entre eux ont pris la fuite, mais selon les démarches et les procédures mises en place, nous comprenons qu'il est considéré comme étant le maillot de tous ces complots, attentats organisés ou présumés être organisés. Voilà en quelques mots les chefs d'accusation dont mon client Issa Ben Mohamed est accusé. Et nous prions que justice, ou que notre justice soit faite dans le respect des règles de procédure et surtout dans le respect des dispositions constitutionnelles qui garantit à tout un chacun le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Qui a saisi la justice comorienne contre lui? C'est une très bonne question. La question de savoir qui a saisi la justice comorienne, elle est aussi pertinente. En fait, selon les règles de procédure relatifs au procès criminel, comme cela a été bel et bien défini par le règle de procédure pénale, et aussi par la loi sur la Cour de sûreté de l'État, ces faits relèvent automatiquement de la Cour de sûreté de l'État. Pourquoi? Parce que l'infraction relative, pas une infraction, le crime dont on accuse Baboucha d'avoir voulu compléter contre l'autorité de l'État, d'assassiner le président de la République, de vouloir
faire exploser des mines. C'est des crimes qui relèvent directement de la Cour de sûreté de l'État. Et comme nous le savons, quand il y a une infraction de droit commun ou quand il y a un crime quelconque, il y a automatiquement la juridiction compétente qui est saisie. Et dans le cas d'espèce, c'est le commissaire de gouvernement qui saisit la juridiction en question. Et cette juridiction, c'est la Cour de sûreté de l'État. C'est lui, en quelque sorte, comme on l'appelle dans les autres juridictions, il joue office de procureur. Mais ici, il est appelé commissaire de gouvernement. Donc, c'est lui qui déclenche l'action publique contre les accusés et c'est lui qui suit le déroulement de la procédure jusqu'au procès. Donc, pour mieux comprendre, on dirait en un mot que c'est le commissaire du gouvernement qui a déclenché l'action publique. L'action publique, c'est le fait de poursuivre quelqu'un. Donc, ici, c'est le commissaire du gouvernement qui a déclenché la procédure parce que c'est la personne habilitée, c'est la personne compétente en la matière. Bien sûr, quand on parle du commissaire du gouvernement, quand il déclenche l'action publique en la matière, il saisit le juge d'instruction près de la Cour de sûreté de l'État pour diriger l'information qui a été diligentée. Voilà en quelque sorte le mécanisme de fonctionnement de nos institutions judiciaires. Pouvez-vous nous donner quelques détails sur la Cour de sûreté de l'État? Revenant dans l'histoire, nous constaterons que depuis la Constitution de 1995, à l'époque de feu président Mohamed Taqi Abdel Karim, paix à son âme, toutes les juridictions d'exception ont été supprimées, parmi lesquelles la Cour de sûreté de l'État. Mais malheureusement, on continue à nous faire appliquer une coutume constitutionnelle qui n'est pas adaptée, qui ne répond pas aux impératifs actuels. Ce qui veut dire que cette Cour, à mon avis, cette Cour ne devrait pas exister parce que même la Constitution et toutes les constitutions qui ont précédé celle-ci n'ont jamais fait allusion, ne l'ont jamais évoqué et n'ont jamais fait valoir une juridiction d'exception. Ce qui est une erreur monumentale parce qu'on ne peut pas accepter qu'au XXIe siècle, on continue de faire fonctionner des juridictions d'exception. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que la loi de 2005 relative à l'organisation judiciaire n'a jamais parlé d'une cour de sûreté de l'État. Mais par miracle, on continue au détriment des droits constitutionnels à juger des enfants, à juger des êtres humains et surtout des Comoriens devant une cour qui n'est pas légalement constituée. Parce que si au moins cette cour a été citée ou bien a été instaurée par la loi de 2005, cela n'aurait pas posé des problèmes. Mais dans la mesure où ni la loi de 2005, ni la Constitution, ni les constitutions successives qu'a connues les Comores n'ont jamais parlé d'une telle juridiction, cela constitue une violation fondamentale des droits élémentaires et surtout des droits de la défense. Ça, c'est mon avis personnel. Aujourd'hui, on nous parle des ordonnances, des arrêtés par-ci, par-là. Une façon de légitimer ce qui n'est pas normal. Mais on continue de faire fonctionner ces juridictions. Et pour ne pas dépasser ce cadre-là, je voudrais faire une remarque que même la loi portant organisation judiciaire qui a été promulguée en décembre 2020, vous verrez que l'article 3 et l'article 6, l'article 3 et l'article 106 ont confirmé la suppression de la Cour de sûreté de l'État. Et à l'article 106, on dit que toutes les infractions criminelles, ou toutes les infractions, ou tous les crimes, en quelque sorte, relevant de la Cour de sûreté de l'État, reviennent d'office aux différentes cours d'assises de chaque île. Parce qu'au niveau de chaque cour d'appel, comme vous le savez, il y a une cour d'appel à Moroni, il y a une cour d'appel à Anjouan, il y a une cour d'appel à Moroni. Et au niveau de chaque cour d'appel, il y a la cour d'assises. Ce sont ces juridictions qui ont la compétence matérielle et la compétence territoriale
pour juger les infractions comme celles poursuivies, comme celles diligentées, comme celles mises en mouvement contre Boubocha et consorts. J'avais, lors de mon conférence de presse du début du mois de mars, posé le problème de la légalité des poursuites. Mais 2 semaines après, la Cour suprême de notre pays a sorti 2 avis. Et le premier avis qui a été publié a confirmé, au détriment de la loi organique et du décret ayant promulgué cette loi, a confirmé l'existence toujours de cette Cour de sûreté de l'État. Mon inquiétude est là, mon inquiétude restera toujours, et je me poserai toujours la même question. Quel système judiciaire nous appliquons dans notre pays? La question est fondamentale parce que chaque Comorien doit savoir quelles sont les institutions, de quel droit applique-t-on dans notre système judiciaire. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à cette question. Et sans pour autant être prolixe, je veux m'arrêter sur ce point-là et attendre d'autres questions. Des preuves ont-elles été présentées? Merci. Je m'excuse très fortement parce que on ne peut pas parler à ce stade des preuves. On parle des indices parce que là, nous sommes en phase d'instruction. Vous m'avez demandé si des preuves ont été présentées. Malheureusement, mon cher ami, dans le respect du secret de l'instruction, je ne peux pas répondre à cette question parce que ce n'est pas permis, ce n'est pas légal. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'ici, on parle des indices. Les preuves seront évoquées quand on sera devant la cour d'assises ou bien la cour de sûreté de l'État. C'est à l'audience qu'on va parler des preuves. Mais ici, c'est des indices. Mais non, c'est au juge de voir à travers l'instruction qu'il mène s'il a pu ressembler des indices probants susceptibles d'inculper ou bien de dire qu'il y a charge suffisante ou pas pour poursuivre Boubocha et consorts. Là, on est en train de revoir le déroulement de l'information, mais le problème fondamental qui se pose, ou bien qui s'est toujours posé depuis le départ, c'est le problème c'est le défaut de contradictoire. Parce que quand un juge est saisi sur un dossier quelconque, et en vertu de l'article 80 et consorts du Code de procédure pénale, le juge d'instruction est tenu d'instruire à charge et à décharge. Mais lorsque l'information est seulement à charge, là, il y a violation des droits de la défense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge n'est pas seulement tenu de chercher des indices ou bien des éléments à charge contre le prévenu, il est tenu aussi de trouver des éléments qui déchargent la personne qui est inculpée ou bien qui est poursuivie. C'est dans ce cas-là qu'on dit qu'il y a contradiction. Mais aussi, il faudra que nous qui sommes censés défendre les personnes poursuivies, nous devons avoir toutes les pièces, tous les éléments, tous les indices qui sont mis sur la table du juge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le ministère public qui contrôle et qui suit l'information et le juge en question a l'obligation de nous communiquer toutes les pièces, tous les moyens, tous les éléments qui sont à sa disposition. Faute de quoi, l'instruction sera déclarée nulle et non avenue. Et voilà une question pertinente parce que au stade où nous sommes, et je voudrais que tous les Comoriens le sachent, qu'au jour d'aujourd'hui, je ne dispose d'aucun élément, d'aucune pièce à conviction saisie dans le cadre de cette procédure. Ni PV, ni indice, ni élément quelconque. Bien que j'ai eu à le demander au cours des auditions qui ont été faites au tribunal de Moroni, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne dispose d'aucun élément, d'aucune pièce, d'aucun moyen, bien d'aucun élément à charge retenu contre mon client, je n'en dispose pas.
Mais là, nous reviendrons au cours des mois à venir, quand ils vont décider de continuer l'instruction, et nous allons poser nos réserves, nous allons introduire des requêtes, et nous allons agir positivement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Quand on fait quelque chose, il faut le faire dans les règles d'art. Malheureusement, nous constatons qu'il y a un peu de cache-cache, si je peux me permettre de le dire, parce que les informations ne nous ont pas été communiquées, on ne sait pas dans quelle voie nous allons, et je me trouve en mauvaise posture parce que si je n'ai pas ces éléments-là, je me demande comment je peux défendre quelqu'un qui a été poursuivi pour des faits de crime, et que même les procès-verbaux, même les témoignages, ou même les auditions des êtres supposés co-auteurs et complices, nous ne les avons pas. Mais de quel moyen de quelle manière nous travaillons et par quel moyen nous allons pouvoir rendre justice équitable? Il ne peut y avoir une justice équitable quand les droits de la défense sont bafoués. Il ne peut y avoir justice équitable quand il n'y a pas de contradiction. Voilà, c'est des principes fondamentaux. La Constitution même l'a dit. Allez-y voir les articles 15 et 20 de la Constitution. Tous les droits et libertés sont consacrés pour la première fois de l'histoire de notre pays. Mais comment on dispose d'une Constitution qui garantit à chaque citoyen ses droits et ses libertés fondamentales? Mais quand c'est dans les ouvrages et dans les textes, mais dans la pratique, la justice n'est pas effective. Voilà un des problèmes fondamentaux. Et je voudrais revenir là-dessus pour dire qu'il ne peut y avoir un procès équitable quand les règles de procédure ne sont pas respectées par ceux qui sont censés appliquer la loi. Je m'excuse, mais c'est révoltant de voir cela. Voilà pourquoi nous avons tenu, malgré le temps, de pouvoir nous expliquer et dire ce de quoi nous sommes victimes. Parce que ce n'est pas seulement Issa Ben Mohamed qui est victime, mais moi, en tant que conseil, en tant qu'avocat, qui est censé l'aider, qui est censé l'assister, qui est censé défendre ses droits et ses libertés, je suis dans des contraintes que personne ne pouvait imaginer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne pense pas qu'il y a un pays dans ce monde dont on peut imaginer ce de quoi nous vivons aujourd'hui. C'est regrettable. Et cela ne fait que discréditer l'image de notre pays, ce qui est regrettable. Et je suis vraiment désolé pour cela. Les lois et procédures pénales ont-elles été respectées? Merci d'avoir posé cette question pertinente, car cela permettra aux uns et aux autres de comprendre le déroulement des procédures dans notre pays, et surtout aux jeunes Comoriennes qui sont à l'étranger, qui se font peut-être des images par rapport au pays, par rapport à l'évolution, par rapport à l'administration publique de notre pays. Je peux dire des choses, si vous me le permettez. D'abord, la première est que je dirais que les lois, ou bien disons le droit positif comorien, n'est pas respecté convenablement. Quelque part, il est respecté, quelque part, il est pas faux. La faute à qui, on vous poserait la question aux autres. Mais en ce qui concerne cette procédure, je voudrais ici le dire haut et fort que les procédures régulières, les procédures ordinaires, les procédures relatives au procès de Bopoucha, bon nombre d'entre eux n'ont pas été respectés. D'abord, à commencer par les modalités de poursuite. Les crimes dont Bopoucha et autres sont poursuivis ont été faits ou bien ont supposé être commis sur l'île comorienne d'Anjouan. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le commissaire du gouvernement près la Cour de sûreté de l'État Anjouan et sa juridiction qui sont compétents
en la matière pour poursuivre toutes les personnes qui sont supposées avoir participé directement ou indirectement, que ce soit en tant qu'auteur, que ce soit en tant que complice, que ce soit en tant que co-auteur. Alors là, automatiquement, c'est la juridiction, c'est la Cour de sûreté de l'État d'Anjouan qui est compétente pour poursuivre et pour juger toutes les personnes impliquées dans ces crimes précités. Qu'est-ce qui se passe, ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Après la mise en mouvement de l'action publique, Bobo Char avait certainement pris la fuite. Il s'est réfugié à Madagascar et le gouvernement a déclenché une bataille, a déclenché des procédures administratives et diplomatiques et judiciaires pour que Bobo Char soit extradé vers Moroni. Vous l'avez su comme moi que Bobo Char n'a pas été extradé. Et je le répète, les procédures d'extradition n'ont pas été respectées parce que les règles du droit international qui régissent tout ce qui concerne l'extradition, notamment la loi de 1925 et les conventions de la Commission de l'océan Indien en la matière, n'ont pas été respectées. Ni les règles, ni les procédures, aucun d'entre eux n'a été respecté. Si quelqu'un voudrait aujourd'hui dire que je mens, il n'a qu'à porter la preuve et nous en débattrons sur des preuves. Mais j'ai la conviction, et au vu et compte tenu des échanges que j'ai eu à faire, que j'ai eu avec l'avocat de Bobo Char sur Madagascar, cela n'a pas été respecté. Plus que ça, les Nations Unies se sont révoltées. Ils étaient choqués. Le commissaire aux Nations Unies chargé des droits de l'homme avait fait une déclaration pour dire que Bobo Char a été enlevé de Madagascar pour Moroni. Au départ, Bobo Char a été déporté, c'est comme je le dis d'habitude, il a été déporté à Moroni, il a été enfermé, et après son arrivée, j'ai été désigné d'office le mois de septembre 2020 pour assurer sa défense. Lorsque j'ai été désigné, j'ai fait une interview là-dessus que vous verrez sur mon groupe que j'ai créé sur Facebook intitulé Une justice impartiale aux Comores. La vidéo est là. J'ai dit pourquoi je défends Bobo Char. Bobo Char, je ne le connais pas. Bobo Char, je n'ai pas de lien avec lui. Je n'ai pas de relation ni avec lui ni avec sa famille. Mais j'ai été désigné par le barreau de Moroni. Alors, c'était ma venue, c'était, disons, c'est juste après ma venue au barreau de Moroni, et cela a été mon quatrième affaire que je devrais traiter. J'ai été désigné pour le service de défense. Et je l'ai dit haut et fort. La vidéo là. Quelles que soient les conditions, quels que soient les moyens, je défendrai Bobo Char en âme et conscience. Et jamais je ne reculerai devant cette désignation. Je ferai mon travail convenablement. Parce que j'ai une obligation. J'ai prêté serment de foi et j'ai foi à tous les serments que j'ai faits. Voilà pourquoi. Puisque c'est le gouvernement qui a saisi le barreau et a demandé à ce qu'un avocat soit désigné d'office pour le défendre, j'ai été désigné, j'ai du respect envers mes pairs et surtout envers le barreau de Moroni. J'ai accepté d'accomplir cette mission. Alors, pour revenir dans le cadre des procédures, j'ai été désigné, bien sûr, j'ai pris fonction, j'ai assisté Bobo Char à plusieurs auditions parce que sa venue de Madagascar, il a été incarcéré à Moroni. J'ai appris par la suite que le juge d'instruction près de la Cour de sûreté de l'État de Moroni avait reçu délégation de son homologue en journée. Cela, jusqu'à là, est légal. Mais quand Bobo Char s'est évadé le mois de novembre, décembre, il est parti pour la deuxième fois à Madagascar, mais là, c'est le chaos. C'est le chaos. Parce que d'abord, les conditions, les traitements, les modalités, tout est catastrophique. Je regrette, mais c'est ça. Tout est catastrophique.
D'abord, il est parti depuis le mois de novembre. Le mois de décembre, la Cour de sûreté de l'État a été dissoute. Je me posais la question, et je la pose aujourd'hui de savoir quelle juridiction, qui a saisi la juridiction? Quelle juridiction est-elle saisie? Et quel est le juge qui a décerné le mandat d'arrêt contre Bobocha dans la mesure où la Cour de sûreté de l'État a été dissoute? Alors, qui a placé Bobocha en détention provisoire? Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait un mandat d'arrêt pour le chercher. La personne qui doit signer ce mandat d'arrêt, il l'a fait en quelle qualité dans la mesure où la juridiction qui a été saisie pour les faits, elle a été dissoute. Aucune autre juridiction n'a été saisie pour les mêmes faits. Alors, quel est le juge, ou bien le procureur qui a décerné ce mandat d'arrêt pour le chercher? Ça, c'est un. Quel est le juge qui a décerné ce mandat de dépôt? Mais malheur est de constater qu'il y a eu un enlèvement extraterritorial. Pour la deuxième fois, Issa Mohamed Bobocha a été enlevé à Madagascar. Pour comment? L'État malgache est complice de cela. Les Nations Unies l'ont dit à 2 reprises que Bobocha est victime d'un enlèvement extraterritorial. Ce n'est pas moi qui le dis. Les communiqués du Haut Commissariat des Nations Unies est là. Ils l'ont confirmé. La déclaration du Comité des experts des Nations Unies, faite le 18 mars, confirme ce que je dis. Alors l'État comorien, alors qu'il est, doit répondre de ses actes. Parce que cette affaire ne peut pas se passer comme ça. On ne peut pas nous fermer les bouches, nous dire de ne pas parler, parce que nous sommes là pour accomplir des obligations. Nous sommes là pour servir le pays. Je m'excuse si j'ai monté un peu le ton, mais la situation est celle-là. Cela est-il acceptable? Cela est-il admissible? Non. Ce n'est ni acceptable, ni admissible. Lorsque Bobocha est arrivé à Moroni en fin du mois de janvier, j'ai saisi toutes les autorités judiciaires du pays, à commencer par les juges, les procureurs de la République, les commissaires du gouvernement, le procureur général, pour savoir là où est Bobocha, mais jamais je n'ai eu de réponse satisfaisante. Chacun se déchargeait, tout le monde se dégageait sa responsabilité. Quand le monde a su que je crie que je ne vois pas Bobocha, quand je dis au monde entier que les droits fondamentaux, les droits de la défense de M. Issa Ben Mohamed ne sont pas respectés, le monde m'a entendu. Les autorités comoriennes ont été saisies. Et après, le gouvernement, tous les membres du gouvernement se précipitent pour me répondre, pour me dire que Bobocha est vivant, il est bien portant, il est incarcéré à Mlé. Pourquoi pendant 2 mois, on ne m'a jamais dit cela? Mais pourquoi pendant tout ce temps, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on m'empêche de rencontrer mon client? Ils le savent très bien qu'ils sont obligés de m'autoriser parce que c'est la seule preuve tangible justifiant que Issa Ben Mohamed Bobocha est vivant. Leurs déclarations ne suffisent pas. Ils peuvent le dire. Mais où est la preuve? Il faut apporter la preuve de vie. Et je suis le seul qui pourra le confirmer qu'effectivement, Bobocha, il est bien vivant ou pas. Ça, c'est un. De 2, le ministre de la Justice, que je respecte beaucoup parce que, avant, c'est un ancien magistrat comme moi. Nous avons travaillé ensemble, nous avons eu des échanges pendant plusieurs années, nous avons collaboré, nous avons eu beaucoup d'affinités. Il m'a dit que Bobocha est incarcéré à Mdé parce que Mdé constitue une annexe de la prison de Moroni, suivant un arrêté du mois de février. Mais ce qui est regrettable, c'est que cet arrêté créant l'annexe de Mdé n'a pas défini les missions, ni les obligations, ni le mode de fonctionnement de cette annexe. Cet arrêté a fait que une annexe est créée à Mdé parce que quand il y a telle disposition, nous avons créé une annexe à Mdé et Bobocha est détenu. Comment cette annexe fonctionne? Quel mode de fonctionnement? Ça n'existe pas.
Or, la prison de Moroni, il y a des règles qui régissent la prison de Moroni. Ça, c'est deux. Et trois, ce qui est regrettable, c'est que cette prison annexe a été créée un mois après la déportation de Bobocha de Madagascar vers Moroni. Alors, durant le un mois avant la création de l'annexe de Mdé, où est-ce que Bobocha a été détenu? Il a été détenu en vertu de quoi et par qui? Il faut qu'on nous le dise. Et dans quelles conditions il a été détenu? Donc, vous voyez qu'il y a tout un panier d'irrégularités et de nullités dans cette procédure. C'est ce qui fait que l'affaire Bobocha fait la une parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Nous sommes incapables de le justifier et nous n'avons aucune obligation par rapport à ça. C'est eux qui doivent le justifier. Donc il faudrait peut-être un jour poser la question de savoir pourquoi ils refusent de m'autoriser à rencontrer mon client. Alors qu'ils savent tous que c'est une obligation. Nous sommes là. On ne peut rien faire parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Mais vous savez, nous avons eu la chance d'aller à l'université. Et un jour, un de mes profs m'a dit que le droit est un rapport de force. Et c'est ce rapport de force que nous tenons et que nous espérons pouvoir l'utiliser pour que la vérité soit connue de tous. Que dit votre client pour sa défense? La question de savoir que dit mon client par rapport à sa défense ne peut être révélée dans une conférence puis dans un débat quelconque parce que cela relève purement du secret de l'instruction. Je ne peux pas vous donner sa version, ni sa position par rapport à cela, ni les moyens de défense que nous comptons mettre en place. Donc c'est une question purement judiciaire, donc nous ne pouvons pas en parler dans cette visioconférence. Votre client a-t-il subi des mauvais traitements? Pour le moment, je ne peux ni infirmer, ni confirmer que Bobocha a subi de mauvais traitements ou pas. Parce que je ne l'ai pas encore rencontré, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas me hasarder. La seule chose que je peux confirmer ici, et en me référant à la déclaration faite par Madame la présidente de la Commission nationale aux droits de l'homme, après lui avoir saisi, elle me l'a dit, elle me l'a écrit. Elle m'a confirmé que Bobocha est malade, Bobocha est isolé, Bobocha souffre parce qu'il est isolé, il n'a personne avec qui parler, tout en me rassurant qu'il est en vie. Mais l'examen de tous ces éléments nouveaux constitue aux yeux de la loi, notamment de notre nouvelle code pénal en ses articles 20 et 30, et aussi en se référant aux normes du droit international, je peux peut-être dire qu'il y a eu un mauvais traitement. Parce qu'il est isolé, il ne voit personne. Le fait qu'il soit isolé, le fait qu'il soit coupé, le fait que le contact soit coupé avec l'extérieur, cela constitue, je dirais, une forme de torture psychologique, en quelque sorte. Or, dans notre législation, s'il s'agissait d'une garde à vue, la garde à vue est limitée à 48 heures, parce qu'elle est de 24 heures renouvelable une fois sur prolongation du procureur de la République. On a dépassé ce stade. Cela fait 2 mois. Bobocha n'a pas apparu quelque part. Personne ne sait où il est, ni comment il vit. Donc peut-être sur la base de ces éléments, je peux me hasarder pour dire qu'il y a une petite forme de mauvais traitement parce qu'il est isolé. Et personne ne sait dans quelles conditions il vit. Mais dire officiellement qu'il a subi tel ou tel, ça je ne peux pas l'affirmer parce que je n'ai pas les éléments qu'il faut. Voilà pourquoi je vous prie de m'excuser sur cette question pour ne pas inventer des histoires parce que les Comoriens ou bien tous ceux qui vont nous suivre ce soir ont besoin de toucher la réalité des choses
et entendre des propos qui sont soutenables et des propos qui sont vérifiables. Avez-vous des recours pour pouvoir continuer à défendre votre client? Cela fera bientôt 3 mois. Je ne sais pas où il est et je ne sais quand est-ce que je vais le voir. Parce que j'ai épuisé toutes les voies de recours pour avoir accès à mon client, mais les autorités judiciaires me l'ont refusé. Mais cela ne veut pas dire que je vais croiser les bras. Parce qu'au niveau national, il y a des recours à entreprendre. Et ces recours, je suis en train de les préparer. Et je prie le bon Dieu pour qu'il me donne la foi, le courage et la force de déclencher de sorte, pas de recours mais des batailles. D'abord, je vais déclencher une bataille diplomatique. Comme j'ai eu à le dire lors de ma conférence, je vais saisir les grandes chancelleries de ce monde pour leur demander une seule chose, de dire à l'État comorien de respecter les principes du droit international qu'ils ont dû me ratifier. Parce que ces principes du droit international voudraient que la personne inculpée ait des droits. Et de ces droits, il y a les droits de la défense qui doivent être respectés par les autorités judiciaires. Malheureusement, mon client, Issa Bek Mohamed, n'a malheureusement pas des droits de défense parce que ces droits de la défense ne sont pas respectés. Aujourd'hui, l'État comorien ne pourra pas être dans le concert des grandes nations tout en violant les principes du droit international. Parce que là, on ne parle pas des principes coutumiers, ni du grand mariage et autres. Il y a des règles qui sont établies et que quand les États adhèrent, ils ont les obligations de respecter ces principes-là. Ça, c'est la première démarche. La deuxième, je vais déclencher une procédure, une bataille judiciaire au niveau international. Je l'ai dit, j'ai eu à le dire, je crois que d'ici peu de temps, dans les 2 jours qui suivent, nous allons déposer des plaintes. Actuellement, ces plaintes sont prêtes. Je les ai communiquées à certains collègues qui sont en Occident et aux États-Unis pour les corriger. Après le aval, ces plaintes seront déposées au niveau de la CPI et au niveau de la Cour de justice internationale. Parce qu'il y a un problème fondamental, parce que l'État malgache a cautionné la déportation extraterritoriale d'Isabelle Mohamed de Madagascar à Morandie. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quelles conditions Issa est détenu, on ne sait pas quel traitement lui est réservé, et quel que soit le sort qui lui est réservé, quel que soit ce qui va lui arriver, mais la République de Madagascar est complice dans cette affaire-là. Voilà pourquoi, malgré les moyens limités, malgré les conditions difficiles et misérables dont nous travaillons, mais nous tenons le cap, nous comptons accomplir les devoirs de notre charge dans la dignité et l'intégrité, pour que, enfin, la vérité soit connue, pour que justice soit rendue à M. Issa Bek Mohamed Thibault Bocha. Quel est votre point de vue d'avocat par rapport au traitement médiatique dont a fait l'objet votre client? Je suis très convaincu que les médias et les réseaux sociaux jouent un rôle prépondérant dans la valorisation, dans la protection des droits et libertés publiques. Parce que ce sont ces moyens de communication qui permettent au monde d'abord de connaître ce qui se passe, de sensibiliser l'opinion, mais aussi d'infléchir la position de certains gouvernements par rapport à ceux dont on les accuse. Donc les médias, d'abord, ils ont un rôle d'information, de sensibilisation, mais aussi de protection. Je tiens, voilà pourquoi je voudrais aujourd'hui saluer et remercier tous les acteurs, tous les journalistes des médias pour les missions à haut risque qu'ils sont en train d'accomplir à travers le monde. Je voudrais aussi vous encourager et vous dire que
si aujourd'hui les Nations Unies ont pu adopter des résolutions, si les Nations Unies ont fait des déclarations fermes par rapport au cas d'Issa Ben Mohamed et autres, c'est parce que vous avez joué un rôle important dans la communication et l'information. Mais je vous demande par contre de vérifier d'abord les informations ou bien de tirer à la source avant de les publier. Parce qu'une fausse information peut créer tout un désastre. Voilà pourquoi il est important que chacun de vous travaille avec professionnalisme et prudence dans le respect des lois, dans le respect de l'intimité et de la vie privée de toutes les personnes impliquées ou bien prévenues dans une procédure quelconque. Je salue ce qui a été fait et je vous demande aussi encore de faire davantage parce qu'aujourd'hui, c'est Issa Ben Mohamed que nous sommes en train de parler, que nous évoquons le sort. Mais demain, on ne sait pas à qui sera le tour. Voilà pourquoi je tiens très sincèrement à vous adresser mes félicitations et mes remerciements et vous demander de faire beaucoup plus, de continuer le combat parce qu'ensemble, nous vaincrons. Que pourrait faire une association militante comme Mabedja pour que justice soit faite? L'association Abedja a certainement des missions qui ont été définies par ses statuts. Je crois bien qu'une telle association a un rôle important à jouer. Voilà pourquoi je vous demanderai de continuer votre combat, d'être unis, de faire en sorte que tous les acteurs sociaux, tous les acteurs politiques, ainsi que les décideurs, soient sensibilisés davantage sur ces questions de violation des droits de l'homme. Parce qu'aucun pays dans le monde ne peut espérer faire un décollage économique dans l'injustice. La justice a un rôle important à jouer dans le développement. Et avec les moyens que vous disposez et les ressources mises à votre disposition, une association comme la vôtre doit continuer à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur tout ce qui se passe dans notre pays. Pour qu'enfin, ou bien pour qu'un jour, nos autorités prennent les mesures qu'il convient. Il est temps que chacun apporte sa contribution pour préserver et faire respecter les droits de l'homme en Union des Comores. Je voudrais, mes chers amis, avant de finir mes propos ou mon intervention dans cette conférence, vous dire une chose. Ce pays nous appartient. Chaque Comorien a l'obligation de faire en sorte que les Comoriens et Comoriens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, puissent vivre dans un climat de paix, de solidarité et de justice équitable. Aujourd'hui, on parle des violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle de toute forme de traitement inhumain et dégradant. Mais j'espère qu'ensemble, nous ferons en sorte que notre pays puisse redorer son image. Nous ferons ensemble qu'ensemble notre pays puisse être compté parmi les pays où les droits de l'homme sont respectés, où les droits de l'homme sont préservés. Voilà pourquoi je vous demande encore, ne nous laissez pas tomber. Faites connaître le sort d'Issa Ben Mohamed à travers la planète. Je vous dis que ce qui arrive à Issa Ben Mohamed, ce n'est ni le premier, ni le dernier. D'autres sont en train de vivre des situations similaires.
Voilà pourquoi je réitère encore ma demande. Je vous demande de nous aider, de faire appel à la solidarité, de vous associer avec d'autres organisations pour qu'ensemble, la démocratie, la paix et la sécurité règnent dans notre pays. Et je vous remercie encore pour votre coopération et de m'avoir aussi invité sur ce plateau pour que je puisse apporter ma contribution quant à la situation, quant à l'histoire, quant aux tables noires qui est en train de se dessiner dans notre pays, en l'Union de Comores. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite tous et tous passer une très bonne soirée et à la prochaine. Merci.